Monsieur le ministre, nous allons... Alors, excusez, sur ce, je vais aller justement du côté du parti de l'opposition officielle et la députée de Notre-Dame-de-Grâce pour un temps de 14 minutes et quelques secondes. Oui. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Simard. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, je vais peut-être vous amener sur l'immigration, les modèles d'intégration, peut-être les études PISA, que vous connaissez peut-être, les études de l'OCDE sur les modèles d'intégration et tout. Bon, vous parlez d'immigration et les modèles d'intégration, mais vous savez par ailleurs qu'il y a, on parle aussi des Juifs qui sont ici, puis ce n'est pas des immigrants. Et parfois, on oublie qu'on parle aussi de ce médecin qui porte la kippa, qui travaille à l'hôpital général juif. Ils ont rendu ces éléments publics. Et c'est une grande préoccupation. Donc, le voile, on a beaucoup entendu. Je vous dirais que la majorité des groupes qui sont pour cette laïcité vont parler du voile et du symbolisme du voile. Mais il y a d'autres religions aussi. Il y a aussi un professionnel de la santé, je pense que c'est un médecin aussi, qui porte le turban, qui est au CUSUM. Et ça représente un problème parce que c'est pas une question de modèle d'intégration, mais plus de 400 ans d'histoire et d'un vécu. Vous savez, il y a eu les catholiques, ensuite les anglicans, ensuite les protestants, ensuite les juifs, et un beau mélange de personnes qui vivent ici ensemble depuis 400 ans. Et la neutralité religieuse de l'État qui s'est installée, évidemment, au fil des années. Et certainement, le modèle de laïcité, et beaucoup d'experts qui sont venus dire que le modèle de laïcité préconisé par le gouvernement du Québec depuis la Révolution tranquille, c'est la neutralité religieuse de l'État, mais avec un accent sur l'intégration et l'acceptation de la diversité sous toutes ses formes, mais intégration de la société québécoise avec ses valeurs de neutralité et d'égalité et d'équité. Dans ces études internationales, le Canada est un champion. D'ailleurs, je viens de lire, et ce que je sais par ailleurs, c'est que le Québec, parce que j'ai parlé avec le chercheur qui a fourni les études, beaucoup de ces données proviennent du Québec pour établir la capacité d'intégration des étudiants, surtout des jeunes issus de l'immigration. Et que les études montrent que la deuxième génération réussit bien par une approche qu'ils appellent interculturelle. Donc, le Canada, le Québec, c'est le même modèle d'intégration. Alors, j'aimerais juste vous parler de ça parce que vous semblez dire que le modèle d'intégration est peut-être à risque avec l'immigration qu'on sélectionne. Vous savez par ailleurs qu'on a une immigration sélectionnée. Donc c'est vraiment la dernière page de votre mémoire où vous abordez, vous dites c'est une question délicate, et c'est vrai que c'est une question délicate, mais j'aimerais vous entendre sur, d'une part, le modèle d'immigration, la sélection aussi, parce que vous savez qu'on sélectionne notre immigration. Donc on a le choix de notre immigration. Donc, c'est quoi votre message là-dessus? Et où est-ce que votre message, il est vraiment sur les modèles d'intégration? Je comprends plus ou moins votre question, mais je vais essayer quand même d'y répondre. C'est-à-dire la laïcité ouverte comme modèle qu'on a toujours choisi, qui montre des résultats extraordinaires à l'échelle internationale. Et donc, quelle est votre inquiétude face au fait qu'on a des données qui montrent que le Québec réussit bien? Je ne comprends pas vraiment votre question. Où est le péril? Où est le danger? Où est votre inquiétude alors que des données montrent que le Québec est une société qui intègre très bien, qui réussit bien l'intégration des immigrants? Où est votre inquiétude? Je dirais que l'inquiétude vient du fait que de plus en plus, ça va? Les minorités immigrantes s'affirment de plus en plus et demandent constamment des accommodements dans la sphère publique et même dans les institutions publiques. Voyez-vous, les accommodements religieux se multiplient de plus en plus. Vous êtes d'accord avec ça? Et on constate que cette immigration, moi, vous savez, je suis très, très ouvert. N'allez pas penser que je suis xénophobe. J'ai vécu avec des étrangers. J'ai eu des étudiants étrangers au doctorat de toutes les parties du monde. C'est pas ça qui est en jeu. C'est de savoir si
Ce que nous apportent ou nous proposent les populations immigrantes, ça, est-ce que ça peut s'intégrer dans nos valeurs fondamentales? C'est ça la grande question qui est posée, madame. C'est ça la grande inquiétude que nous devons avoir. Et je pense qu'on est tous d'accord pour des balises, tout le monde ici est d'accord pour des balises qu'on doit, et que l'État doit orienter justement ces demandes et les réponses qu'on doit donner, et que les décideurs doivent se sentir en sécurité lorsqu'ils prennent une décision de dire non, que c'est tout à fait raisonnable de dire non pour certaines demandes. Donc ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. On arrive à l'article 5, qui est vraiment le seul article qui pose problème. On n'a pas de consensus parmi les groupes qui viennent, on n'a pas de consensus dans la société sur l'interdiction de port de signes religieux, qui touche en partie les immigrants, mais aussi des Québécois de longue date. De longue tradition, comme la communauté juive de Montréal. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Bon, mais je voudrais dire que j'ai parlé de 2 modèles d'intégration. Vous savez, le modèle national, que vous comprenez, je pense, facilement, et le modèle multiculturel, qui est celui de votre parti, c'est-à-dire le modèle du fédéralisme canadien. Non, je tiens à rectifier. On est pour l'interculturalisme, mais je dois vous dire, j'étais ministre de l'Immigration du Québec, et j'y crois beaucoup au modèle québécois interculturaliste. Il faudrait que la population sache sur quel pied vous dansez, parce que si vous êtes fédéraliste, obligatoirement, vous êtes pour le multiculturalisme. Excusez-moi. Il faut que je corrige. Je vais quelques secondes pour encore une fois réitérer, quand quelqu'un a la parole, on laisse terminer, pas qu'il y ait de coupure, si on veut que ça soit un dialogue. Et la parole, c'est elle qui m'a interrompu. Écoutez, là, la parlementaire a la parole. Allez-y, Madame la députée. Vous pouvez pas dire quel est le modèle du Parti libéral, surtout si c'est faux. Mais je tiens à rectifier que le modèle québécois, c'est le modèle d'interculturalisme. Peut-être pour les raisons que vous mentionnez, c'est que c'est pas un genre de mosaïque. Il y a une culture dominante, la langue française est la langue commune partagée par tout le monde, et on s'intègre dans ce modèle-là. Et d'ailleurs, je vous dirais que lorsque j'avais le projet de loi 94 qui touchait exactement le même enjeu, l'opposition, qui était le Parti québécois, était tout à fait d'accord avec ce modèle interculturel. Donc, on est d'accord sur le modèle d'intégration que le Québec affiche et préconise. Moi, je pense pas que les gens ici diraient qu'on n'est pas d'accord avec le modèle interculturel. En tout cas, on pourrait toujours débattre du modèle interculturel. Vous savez, il y a le modèle national, le modèle multiculturel, qui n'est pas le vôtre, paraît-il, et le modèle interculturel. Le modèle interculturel n'est pas aussi clair que vous le prétendez, parce que j'ai lu quand même tous les écrits du grand ténor, vous savez, de l'interculturel, M. Bouchard, et lui-même, dans son livre, son dernier livre, il dit qu'il faut faire des efforts de clarification de ce modèle. Donc, n'allez pas dire que la politique interculturelle est très, très claire actuellement. Je pense qu'on est en train de clarifier ce concept qui est relativement récent dans l'histoire du Québec. Ça va? Dans le temps de Fernand Dumont, savez-vous quelle était l'expression? À la base de la politique de l'immigration, c'était la culture de la convergence. On ne parlait pas d'interculturel. Si vous voulez, je peux vous parler de l'interculturalisme. Je connais très bien l'interculturalisme, je l'ai étudié, j'ai lu tous les écrits de M. Bouchard. Ce qui est avantageux dans ce modèle-là, c'est sa présentation très positive. Vous savez, on parle de réciprocité, on parle d'échange, on parle d'équilibre des tensions, on parle du respect de la culture majoritaire comme du respect des cultures minoritaires, etc. Et on introduit, pour assurer, ça c'est Bouchard, je ne sais pas si c'est comme ça que vous voyez l'interculturel, parce qu'il y a plusieurs définitions de l'interculturel. Mais M. Bouchard nous dit, pour assurer l'équilibre entre les 2 tensions de la majorité et des minorités, il faut faire intervenir, premier concept, la primauté, la préséance de la majorité, mais ad hoc. Et ensuite, deuxième principe, c'est les accommodements, la possibilité que les communautés demandent des accommodements. Et pour satisfaire les demandes d'accommodement, il faut appliquer le principe de la préséance de la majorité ad hoc. Est-ce que vous me suivez? C'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire, préséance ad hoc? Ça veut dire que nous allons examiner cas par cas. Nous sommes dans le cas par cas. C'est ça le modèle interculturel le plus connu actuellement. Il n'y en a pas d'autre, en tout cas, de structurer, là, de présenter. Moi, je connais celui de M. Bouchard. Préséance ad hoc, ça veut dire qu'on laisse aux intervenants du milieu la charge d'examiner les accommodements et de décider si les accommodements sont raisonnables ou pas. Mais c'est du cas par cas. On ne veut pas instituer la primauté
de la nation, hein? On ne veut pas l'officialiser et on laisse les demandes examinées au cas par cas par les acteurs même des milieux. Qu'est-ce que ça va donner? Mais on va sombrer dans l'arbitraire avec ça. On va sombrer dans l'arbitraire, on va sombrer dans les interprétations subjectives. Ce qui va être permis ici ne sera pas permis là. Et je vous donne un exemple très simple. C'est la page 207, 208 de son livre. Vous savez, M. Bouchard excelle en théorisation. Mais les exemples, il n'en donne pas beaucoup. Il en donne à la fin de son livre. Il y a quelques cas présentés d'application de votre interculturalisme. Et là, on se dit, enfin, on va voir comment ça s'applique, ça. Parce qu'un modèle, ça doit quand même établir un mode d'action, n'est-ce pas? Sinon, à quoi ça sert? Eh bien, quand on regarde les exemples, on tombe des nues. On voit que c'est une vue essentiellement théorique. Il y aurait peut-être une autre dernière question parce qu'il reste... Non, je n'ai pas terminé de répondre à madame. Permettez-moi de répondre quand même. Elle me parlait d'interculturalisme, permettez-moi de répondre. C'est moi qui préside l'Assemblée. Alors, Monsieur, s'il vous plaît. C'est moi qui est président, mais je vais vous permettre de terminer, mais il reste quand même une question. Allez-y. Question, mais permettez-moi de terminer, je vais terminer. Allez-y. Alors, on examine les cas. Il donne le cas des directeurs d'école et dit que la neutralité religieuse des directeurs d'école doit être à toute épreuve, donc pas de signe religieux. Et la raison évoquée, c'est qu'il s'agit de personnes qui ont un rôle essentiel de transmission culturelle. D'accord? Alors, on regarde ensuite le cas des enseignants. Il cite le cas des enseignants. Quels sont les grands acteurs de la transmission culturelle dans nos établissements d'enseignement? Ce sont les enseignants, qui, eux, sont en présence des élèves chaque jour. Eh bien, non. Mais non. La transmission culturelle, on l'oublie maintenant. Les enseignants peuvent porter les signes religieux. Où est la logique, voulez-vous me dire? Où est la cohérence? On ne la trouve pas. C'est ça le cas par cas. C'est ça l'arbitraire du modèle actuel interculturel. Et je ne l'invente pas, c'est 207-208. Et je prends votre deuxième question. Question? Merci, monsieur. Très bien. Merci, monsieur Simon. Alors, maintenant...